à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En mode naturo. Je suis Maud Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de la santé des femmes et en particulier du syndrome prémenstruel. Et c'est pour ce faire que j'ai invité Marine Piron. Bonjour Marine. Bonjour Maud. Bonjour Marine, merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, Marine Piron, ah, pardon. On est trop, voilà, trop enthousiaste, on veut trop dire de choses avant d'avoir commencé. Donc, j'allais te présenter succinctement, puis après, tu te voilà. présenteras à ta convenance. Donc, Marine est kinésithérapeute spécialisée en technique manuelle viscérale, également micronutritionniste formée en hormonologie. Et c'est justement la personne parfaite pour nous parler des hormones féminines et notamment du cycle menstruel et des symptômes qui peuvent s'y rapporter. Donc Marine, je t'invite à te présenter comme tu le souhaites, puis à nous dire en fait qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser en particulier à la santé des femmes et de leurs hormones, parce que c'est vrai que c'était parti quand même d'une formation plutôt de thérapie manuelle, et puis tu as évolué vers des techniques complémentaires. Je Ouais. t'invite à nous dire tout ça, on veut tout savoir. Ok, alors déjà, merci Maud pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Je suis abonnée à ta page, à ta chaîne YouTube depuis un bout de temps, donc Merci. Écoute, c'est très honorée. un plaisir de t'accueillir. Donc oui, moi je suis kiné, j'exerce dans les Yvelines et puis je fais aussi de la visio pour la micronutrition. Moi je suis diplômée en kiné depuis 2007, j'ai toujours fait du libéral. J'ai fait des formations en thérapie manuelle viscérale un peu par hasard, mais en fait, ces formations ont révolutionné ma vie. Il n'y a Et je pas de tiens d'ailleurs, hasard dans la vie. il n'y a pas de hasard, en effet. Et puis, je salue d'ailleurs Thierry Blin, qui a été mon formateur en thérapie manuelle viscérale. Et c'est ces formations qui m'ont servi de tremplin dans mon évolution personnelle et professionnelle. Donc, en fait, suite à ces formations, j'ai découvert la micronutrition. Et là, ça a été une autre évolution. Et j'ai eu la chance de faire le cursus duocratique de Guénel Abéguilé et Bruno Méret, donc chez DFM Formation, que je salue très chaleureusement. Moi aussi. Suite à cette formation, j'ai fait les DU de micronutrition de Dijon, donc qui est encadré par le docteur Coudron. Et je me suis en parallèle spécialisée donc, dans l'accompagnement des troubles menstruels et de l'hypofertilité masculine et féminine, notamment grâce à Guénaëlle Abéguilé, encore elle, et à Marion Vallet. Donc ça, c'est pour les méthodes d'observation du cycle. Qui est sage-femme. Oui, Ouais. exactement. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis, tu associes les techniques manuelles et la micronutrition depuis combien de temps? C'est toujours les deux ensemble ou... Non, il y a beaucoup de gens que je vois que en manuel viscéral, il y a beaucoup de gens que je vois que en micronutrition. Déjà parce qu'en micronutrition, comme je fais pas mal de visio, ils n'ont pas forcément accès à mon cabinet. D'accord. Et parfois, ça se recoupe. Parfois, la thérapie manuelle viscérale m'amène après à voir les gens en micronutrition. C'est assez variable, mais il n'y a pas forcément de corrélation très importante entre les deux. D'accord. En tout cas, c'est quand même complémentaire. Oui, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, on avait annoncé que le sujet de notre vidéo, c'était donc le syndrome prémenstruel. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce qu'il en est, puis après les mécanismes qui sont à l'heure, s'il te plaît? Ouais. Donc, le syndrome prémenstruel, donc c'est l'ensemble des symptômes qu'une femme peut ressentir entre son ovulation et ses règles. Donc, ça peut durer entre 2 et 14 jours dans le mois quand même. Et ça représente 40% des femmes. Donc, c'est quand même une grande prévalence. Et ce sont des symptômes physiques et ou émotionnels. Et évidemment, ce n'est pas des choses très agréables à ressentir. Donc, par exemple, dans les signes cliniques, eh ben, on a, physique, on a des ballonnements, de la rétention d'eau. Il y a des femmes qui vont vraiment nous dire prendre 3-4 kilos avant les règles. Il peut y avoir de l'acné, il peut y avoir des maux de tête, évidemment les règles douloureuses, très abondantes. Et après, on peut avoir un signe plus psychique, émotionnel, beaucoup de fatigue, d'irritabilité, des femmes vont avoir tendance à être un peu déprimées avant leurs règles. Alors tout ça, ça peut rester un peu anecdotique. Voilà, on dit souvent qu'une femme qui va avoir ses règles, c'est chiant.
Tant que ça reste là, à la limite, c'est pas encore trop grave, mais il faut aussi connaître l'existence du TDPM, trouble dysphorique prémenstruel, qui là où ça touche 5% des femmes. Et c'est des femmes qui auront vraiment une dépression avant les règles, qui peuvent avoir des pulsions suicidaires, des envies même d'homicide, hein. Il y a des femmes qui ont envie de tuer leur mari et ou leurs enfants avant leurs règles. Et c'est vraiment, ça, c'est un trouble, enfin, c'est une pathologie qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que c'est une réelle souffrance pour les femmes qui ne se contrôlent, enfin, qui ont justement besoin d'être dans le contrôle permanent dans cette période parce qu'elles savent que sinon, ça pourrait partir en vrille assez facilement. Donc là, pour le trouble dysphorique prémenstruel, c'est déjà un diagnostic médical. Oui, alors après, il faut que l'équipe Oui, médicale soit bien à l'écoute et ne banalise pas. d'accord, Voilà, faut que la femme se sente assez en confiance pour en parler librement. Voilà. d'accord, Moi, je sens en d'accord. consultation, les femmes à qui ça arrive, on sent qu'elles en parlent un peu en marchant sur des œufs parce elles voient bien que c'est pas normal, que leurs copines ne vivent pas ça, et donc c'est quand même quelque chose qui est qui est difficile à vivre et difficile à verbaliser aussi, je pense. D'accord. Bah, donc, pour qu'on comprenne bien, en fait, tu as parlé d'ovulation. Enfin, voilà, tu peux nous dire justement quelles hormones sont impliquées dans le cycle menstruel? Parce que forcément, là, on parle de déséquilibre hormonal. Donc, il faut bien Ouais, comprendre quelles hormones sont impliquées. voilà. Alors, donc le cycle menstruel, il se divise en différentes parties. On a d'abord le début du cycle qui correspond au premier jour des règles. Donc là, c'est la phase folliculaire. Et à ce moment-là, en fait, les ovaires, sous l'influence du cerveau, vont se mettre en route. On a une croissance des follicules et chaque follicule va libérer de l'œstrogène. Donc en fait, en première partie cycle, on n'a que grosso modo des œstrogènes qui sont en libération croissante au fur et à mesure de cette phase. Et quand un des follicules est suffisamment gros et mature, il va libérer beaucoup d'œstrogène, le cerveau sera au courant et là va déclencher l'ovulation via un pic de LH, l'hormone lutéinisante. Donc l'ovulation, le follicule qui est bien mûr libère l'ovocyte et à partir de ce moment-là, le follicule devient un corps jaune, il reste dans l'ovaire, hein, il devient un corps jaune et là il va se mettre à sécréter œstrogène et progestérone. Et c'est justement cette fameuse progestérone qui est là pour temporiser l'activité des œstrogènes. Et si on a un bon équilibre œstroprogestatif, donc entre les œstrogènes et la progestérone, globalement, ça se passe bien. C'est le but à atteindre, quoi. Vraiment, il faut viser cet équilibre. Mais notre mode de vie, l'alimentation, enfin bref, plein de choses peuvent venir perturber cet équilibre, toute cette chorégraphie Voilà. fragile hormonale et donc créer un déséquilibre œstroprogestatif avec beaucoup plus d'œstrogène que de progestérone. D'accord. Et tu as parlé là donc de l'ovulation. Comment la femme peut repérer justement son ovulation? Alors ça, c'est un outil extraordinaire, donc avec les méthodes d'observation des cycles. Moi, je demande aux femmes, évidemment, il ne faut pas être sous pilule, hein, parce que sinon, Hum, il n'y a pas ouais. d'ovulation, ça ne marche pas. Toute contraception hormonale vient perturber l'ovulation ou l'annuler complètement. Donc en fait, moi je recommande aux femmes d'observer leur glaire cervicale, c'est-à-dire leur perteur blanche, hein, grosso modo, et la sensation à la vulve. Et en fait, au début, alors on me regarde avec des grands yeux, genre, de quoi elle me Hum. parle? Je connais, je connais. Et quand je détaille un petit peu plus, on me dit, ah, mais oui, je vois, je vois. Donc en fait, après les règles, en général, la femme va se sentir globalement un peu sèche ou légèrement humide, mais c'est tous les jours pareil. Et il y a un moment, elle va sentir que l'humidité grandit, qu'il y a de plus en plus de glaire, que voilà, la culotte peut être mouillée, il peut y avoir une glaire élastique. Donc on sent là que chaque jour, ça augmente, jusqu'au jour, ce qu'on appelle le jour sommet, où le lendemain, il y a un assèchement. Et en fait, ce jour sommet correspond dans 8 cas sur 10 à l'ovulation. Donc Donc ça c'est veut dire qu'il faut peut-être s'observer sur plusieurs cycles pour Oui, justement. après, Voilà. quand on est totalement novice, c'est pas en un cycle qu'on peut voir vraiment. Mais bah voilà, c'est comme tout, hein, on apprend à mieux comprendre son corps et donc plus on s'observe et plus on devient performante dans l'observation. On peut aussi s'aider de la prise de température.
Mhm. Moi, j'aime bien la proposer quand au début, on me dit vraiment que ah non, ça va pas être possible, je comprends rien, machin. La prise de température permet d'objectiver. En fait, en première partie de cycle, tant qu'il y a que des œstrogènes, la température reste un petit peu basse. Et suite à l'ovulation, elle va augmenter. Alors, pas de beaucoup, hein, de 0,5 degrés. Donc, il faut prendre sa température tous les matins par le même orifice avec un thermomètre qui indique 2 chiffres derrière la virgule. D'accord. Et sa C'est petite ça. courbe, et donc normalement, on voit que ça monte. On voit le plateau. Donc là, pour être un petit peu, enfin, plutôt vigilante, de savoir un petit peu comment s'observer, on dirait sur 3 cycles minimum, Oui, 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 je pense que ces 3 cycles, ça peut déjà permettre de bien comprendre. Et après, en fait, il faut tenir son tableau, se faire confiance, noter. Hmm. Et puis, voilà, il y a, je veux dire, tant que c'est en observation comme ça, il y a pas d'erreur. Enfin, Hmm. Oui, bien pas sûr. très grave. Par contre, si on veut s'en servir en termes de contraception, là, il faut être bien, bien Hmm. accompagné et c'est un autre, vraiment, une autre manière de voir les choses. Alors moi, ce que j'entends là, si chaque femme doit s'observer son cycle, ça veut dire que tous nos cours de bio, ovulation à J14, c'est pas forcément le cas pour toutes les femmes. Non, non, non. On décrit, c'est vrai, traditionnellement, un cycle de 28 jours, une Hmm. ovulation J14, tout ça. Bah, du coup, il n'y aurait pas besoin de s'observer. Ce serait C'est simple. plus Bon, simple, allez, hein. Marine, on a terminé. Merci, c'était gentil, mais c'est un petit peu plus complexe que ça, le corps C'est féminin, là. même beaucoup plus complexe parce que je vais prendre la règle, en fait. Là, ça représente donc le cycle menstruel du premier jour des règles jusqu'à l'ovulation. Et après, c'est la phase lutéale, donc là où il y a œstrogène et progestérone. Cette phase-là, elle est un peu extensible pour chaque femme, pour chaque cycle, elle peut varier. Donc, elle peut être très courte ou elle peut être très longue. Donc, en fait, la durée du cycle, c'est une information, mais en fait, ce qui compte surtout, c'est à quel moment est-ce que la femme a ovulé. Parce que ce qui est important, c'est que la phase lutéale, celle qui fait suite à l'ovulation, dure entre 12 et 16 jours. D'accord. Donc, la première partie, il n'y a pas forcément d'importance. Bah, ça va avoir l'importance sur Oui. l'impact sur l'imprégnation oestrogénique, Hmm. mais on peut avoir un cycle de 21 jours tout à fait fertile, parce que phase folliculaire courte, D'accord. mais une bonne ovulation et phase lutéale de 12 à 16 jours. Dans ce cas-là, sur le papier, ça pose pas de problème. On peut avoir un cycle de 28 jours, comme il est traditionnellement décrit, hein, c'est pas interdit, heureusement, Oui, bien sûr. avec une ovulation du 14, tout ça. Mais on peut aussi avoir un cycle de 28 jours avec une phase Hmm. folliculaire longue, une ovulation pas terrible et une phase lutéale raccourcie de 7 à 10 jours. Et dans ce cas-là, on a un cycle qui, oui, a eu une ovulation, mais qui n'est pas fertile et qui va être pourvoyeur de grands déséquilibres oestroprogestatifs. Parce qu'en fait, l'ovulation n'a pas été d'assez bonne qualité, le corps jaune ne va pas tenir ses promesses et va s'effondrer très rapidement. Chute hormonale, apparition des règles suivantes. D'accord, ok. Ah, ce que j'entends là, c'est quand même l'importance et même plus que ça, l'aspect capital d'avoir une ovulation qualitative. Donc ça veut dire que ça peut se passer de manière moins optimale. Et ben, la question qui en découle, c'est qu'est-ce qui peut justement perturber cette ovulation de compète pour citer notre fameuse Guénaëlle. Alors, tu me laisses 3 heures ou tu me laisses 10 minutes? Bah, 3h10, allez, hop, on est parti. Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir impacter. Euh, Notamment, bah, il faut avoir déjà suffisamment d'œstrogène pour faire une bonne ovulation. Il faut que cette phase-là se passe bien. Donc, il faut un cerveau qui commande bien, voilà, une commande de l'hypophyse qui marche bien. Il faut pouvoir sécréter assez d'œstrogène. Il faut ne pas être trop en inflammation. Il ne faut pas qu'il y ait de parasitage hormonal. Voilà, donc faut que la machine se mette bien en place au début. Pas trop de stress, Pas trop de stress, pas de dysbiose intestinale. la totale, Ouais. que tout soit bien. En fait, ce qui est souvent marqué, c'est que quand on a un trouble des cycles menstruels, c'est que derrière, il y a d'autres choses qui vont pas, quoi. Et que c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. D'accord. Donc, il On peut faut aller explorer chercher des choses. par exemple un bilan micronutritionnel ou... Ah oui, oui, parce on peut aller voir la thyroïde, le cortisol,
l'insuline. Enfin, il y a énormément de choses à vérifier pour que, déjà chercher pourquoi la machine ne fonctionne pas bien et donc pour l'aider à mieux fonctionner derrière. D'accord. Euh, donc voilà, donc ce qu'il faut vraiment, c'est avoir idéalement une phase folliculaire et une phase lutéale à peu près équilibrées dans le timing. C'est quand D'accord. même mieux. Mmh. Mais il faut surtout avoir donc une bonne ovulation pour que la progestérone, qui est sécrétée juste 12 à 16 jours dans le cycle, soit assez présente pour bien contrebalancer les effets des œstrogènes. D'accord. Et toujours pareil, qu'est-ce qui peut justement perturber cet équilibre œstroprogestatif en deuxième partie de cycle? Est-ce que c'est les mêmes raisons qu'en première partie? Est-ce que, dis-nous, En fait, il faut avoir eu une bonne ovulation, donc ça dépend de la première première partie. partie? Et il faut une imprégnation œstrogénique qui ne soit pas trop importante. D'accord. C'est-à-dire que même si on a une belle ovulation, si tout le cycle, on a trop d'œstrogènes, eh ben, on sera quand même en déséquilibre parce qu'il y aura trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone. Et trop d'œstrogènes, ça peut venir d'un climat inflammatoire, ça peut venir d'une mauvaise détox des œstrogènes, ça peut venir d'une carence en iode qui rend les récepteurs en œstrogènes beaucoup plus sensibles. Ça peut venir des perturbateurs endocriniens, ça peut venir de plein de choses, quoi. Disons que notre mode de vie va vraiment favoriser les œstrogènes, souvent au détriment de la progestérone. D'accord. Et de toute façon, il n'y en a pas un qui est délétère par rapport aux autres, c'est vraiment l'équilibre en fait qu'on cherche à, à optimiser. C'est un petit peu ça. Il faut les deux pour être bien, quoi. Et pour optimiser sa fertilité au passage. D'accord. On cherche à concevoir. Mm. Et est-ce que par rapport entre les signes de syndrome prémenstruel physique et émotionnel, est-ce que c'est les mêmes causes ou est-ce qu'il y en a certaines qui permettent de différencier justement les facteurs ou pas du tout? Oui. Alors, typiquement, un spotting prémenstruel, c'est-à-dire un peu des Hmm. pertes de sang très légères avant les règles, ça, c'est plutôt un marqueur de manque de progestérone. C'est D'accord. le marqueur phare. Après, pour ce qui montre trop d'œstrogènes, c'est tout ce qui est rétention d'eau, ballonnement, tension dans les seins. Ça, c'est vraiment des marqueurs qui a eu trop de l'imprégnation oestrogénique. Ça va D'accord. souvent de pair avec des règles abondantes qui peuvent être douloureuses. Voilà. Et tout ce qui est aussi plutôt irritabilité, grande trouble de l'humeur, c'est aussi la chute de la progestérone qui peut être D'accord. voilà, qui est signe qui amène ça. Puis aussi, ça peut aussi majorer des troubles digestifs liés à la chute des hormones juste avant Oui, les règles. ouais, exactement. Avec Ok. l'histamine, tout ça, il y a Mm. plein de choses qui rentrent en compte et qui peuvent expliquer le fait de se sentir ballonné avant les règles, quoi. Mm. D'accord. Et ben maintenant, on a vu pas mal de pistes. Et qu'est-ce que, sans avoir fait de bilan, qu'est-ce que tu peux conseiller en termes d'alimentation, de micronutrition ou de techniques manuelles qui peuvent aider la femme justement à équilibrer ces hormones? Est-ce qu'au niveau d'alimentation déjà, parce qu'on parle de l'alimentation anti-inflammatoire, et c'est vrai que l'inflammation, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, donc Ouais. dans notre vie moderne, on n'a pas forcément des aliments anti-inflammatoires tous les jours dans notre assiette, donc vers quoi il faudra justement réorienter les apports pour adopter une alimentation anti-inflammatoire? Oui, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est vraiment mettre les oméga 3 au cœur de notre assiette. Donc, Dis-nous, ouais. qu'est-ce qu'il y a en oméga 3? Je suis ton élève, vas-y. Alors, les aliments phares, c'est les petits poissons gras, hein, sardines, maquereaux, harengs, anchois, donc 300 grammes par semaine. Euh, Moi, en région parisienne, c'est typiquement les boîtes de sardines. Je m'en mange 3 par semaine et je suis très bien comme ça. On peut les customiser. Moi, je dis des rillettes, vous mixez, Ouais, vous faites des dips de légumes, c'est sympa. Et ça, pour l'apéro, c'est parfait. ouais, les enfants, ils sont contents en plus. Aussi. Et puis, privilégier aussi les aliments de la filière bleu-blanc cœur, notamment pour les œufs, c'est hyper pertinent, hein. Le jaune d'œuf est vraiment enrichi en oméga 3. Juste deux mots, la filière bleu blanc cœur, c'est que les animaux sont mieux nourris, donc leur production est enrichie en oméga 3.
Il y a tout ce qui est huile de colza, de lin, de cameline, en consommer tous les jours. Alors, pour certaines huiles, notamment le lin et le cameline, il faut les garder au frigo. Donc, moi, Pas je les faire conseille, chauffer. ouais, et pas les faire chauffer, en effet. Donc, moi, je conseille souvent de faire un mélange, préparer un mélange comme ça pour l'assaisonnement, ça va vite. Donc, là, j'ai qu'une bouteille à sortir et il y a tout qui est prêt dedans. Et puis, bah, évidemment, limiter les aliments pro-inflammatoires, quoi. Donc, la malbouffe, les fast-foods, les produits ultra transformés. Pour certains, il y a les mollos sur les viandes, tout ça, mais bon, ça, après, c'est vraiment du cas par cas, hein, comme, voilà. C'est, on- Bah, c'est comme l'équilibre œstroprogestatif, là, c'est rééquilibrer les oméga 6 et les oméga 3. ouais, tout Donc, à fait. c'est pour ça qu'on insiste un peu sur les oméga 3. On a besoin d'un petit peu d'oméga 6, mais c'est que l'alimentation moderne apporte trop d'oméga Mm, 6 par rapport aux oméga 3. ouais. Donc, c'est Et pour ça, ça. pour les douleurs menstruelles, c'est Mm. vraiment capital. Après, le curcuma est très, très bien documenté aussi là-dessus, le thé vert. Et je reste sur les douleurs, évidemment, complémentation en bon magnésium et en vitamine D. Voilà, une complémentation adaptée va vraiment permettre de soulager les douleurs en venant travailler sur la base, quoi. C'est pas Yes. du cache-misère. Sinon, au niveau de la détox donc des oestrogènes, tu as dit que ça pouvait parfois être un peu perturbé. Qu'est-ce que tu peux conseiller en alimentation? Oui, alors la détox, ça c'est très important, surtout pour les femmes qui sont dans un climat hyper oestrogénique, donc les femmes qui auront les tensions dans les seins, rétention d'eau, des règles très abondantes. Donc là, bah, c'est l'apport de crucifères, donc des choux, si possible plutôt crus, bien D'accord. les mâcher ou les râper à l'avance. Et donc ça, il faut en manger également 2, 3 fois par semaine si le digestif va bien, mais si ça ne suit pas, ben, on travaille le digestif. Et soutien aussi de la détox par la méthylation avec betterave, quinoa, épinards à manger Mm. régulièrement. Autre chose pour lutter un peu contre le climat hyper œstrogénique, ça va être certains phytoœstrogènes. Ouais. Donc, par exemple, les graines de lin broyées. Il peut y avoir le soja, il faut qu'il soit fermenté. Bon, j'aime bien les graines de lin parce que je trouve que c'est plus facile à mettre dans Ouais. l'alimentation. Soja, ça dépend de la composition du microbiote Ouais, intestinal, voilà. donc Il est moins sûr quand même Mm. de sa bonne action. Et vérifier aussi, important, c'est la carence en iode, comme j'ai dit tout à l'heure. Enfin, ça va moins jouer sur la détox, mais plus sur le climat Ouais. œstrogénique. Et en application topique sur les seins, c'est vrai que ça donne de bons effets aussi en, en ponctuel en fait. Voilà. Et puis, faire attention, donc, comme j'ai dit, aux perturbateurs endocriniens qui auront, pour beaucoup, vont faire flamber les oestrogènes. Bah, dis-nous un petit peu où on les trouve, ces fameux perturbateurs endocriniens. Alors, bah, par exemple, dans tout ce qui est contenant en plastique, on les trouve dans les poêles abîmés, on les trouve dans les cosmétiques. Faire attention aussi aux protections qu'on utilise menstruelles, hein. Donc, franchement, on évite, si possible, on évite les tampons. Les serviettes, on essaye de les prendre les plus clean possible parce que c'est vraiment au contact de la muqueuse et en général, c'est pas toujours des choses très saines qu'ils mettent dedans. Donc moi, je recommande plutôt La culotte? la culotte menstruelle, voilà, la D'accord. serviette lavable, quoi. Mm. Et puis, bah, voilà, Les cosmétiques aussi, ouais, les certains cosmétiques, sont. produits ménagers. Mm. Voilà, de manière générale, plus on va vers du bio, de saison, du local, plus on se protège de tout ça. D'accord. Donc, c'est vraiment aller au-delà du symptôme, quoi. S'intéresser vraiment à l'épigénétique, tout ce qu'on fait au quotidien. Parce que c'est vrai, quand on a un symptôme, on a vraiment tendance à se focaliser dessus, tu vois, de vraiment vouloir soulager ce symptôme, mais on va pas forcément se dire, bah tiens, que l'alimentation, les produits ménagers, les produits cosmétiques, ça va avoir une influence sur bah, justement des douleurs liées au cycle. Ouais. Donc c'est vrai que c'est toute une éducation, je pense, que tu dois inculquer à tes patientes. C'est un petit peu ça, en fait, je pense, que ta démarche. Oui, oui, bah, on reprend un peu leur hygiène de vie. On essaie de voir ensemble sur enfin, voilà, ce qu'on peut améliorer, ce qui est envisageable, trop difficile,
y aller. Soit il y en Oui, a qui parce sont qu'on prêts précise qu'on ne va pas tout changer comme ça pour tout le monde. C'est France, non. voilà, chaque personne aura des choses particulières à optimiser, mais on ne va pas forcément tout faire pour chaque personne. Parce que sinon, c'est un petit peu décourageant de se dire, bah, faut absolument tout changer ce qu'on a fait Voilà. depuis 40, 50 ans. Non, non, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Non. Et puis, bah, les compléments alimentaires, donc ça, c'est pareil. Il y a des choses qu'on peut conseiller sans analyse, par exemple du magnésium, et puis d'autres qui méritent des investigations. Oui, bah donc magnésium, vitamine D. Bon, contre la vitamine D, s'il y a une analyse avant, c'est comme C'est mieux. on sera un peu plus précis. Le curcuma, voilà, soit dans l'alimentation, soit en complément, hein, si on a du Hein. mal à le mettre tous les jours dans son assiette. Euh, Après, bah, pareil, si manger du chou régulièrement, c'est pas possible, on le Hein. trouve en complément, on donne du DIM. Ouais. Euh, et pour la progestérone, les plantes phares, c'est alchimie, les gâtilliers, qui vont vraiment permettre de soutenir la production de progestérone après l'ovulation. Et après l'ovulation, tu les positionnes combien de jours après l'ovulation? Moi, je dis de 2 jours après l'ovulation pendant 10 jours. Hein. D'accord, ok. Donc, si on reprend la règle, en gros, on Oui, commence là et on s'arrête là. Parce que d'accord. après, il y a naturellement la chute hormonale, hein. S'il n'y a pas de fécondation, pas de nidation, le corps jaune va s'atrophier. Et donc, chute œstrogène et progestérone qui déclenche les règles après. D'accord. Et là, plutôt en tisane, plutôt en gélule, t'as pas de... Moi, je donne souvent gélule parce que je ne suis pas très à l'aise avec les tisanes, D'accord. mais après, je pense que ça Oui. peut très bien fonctionner À aussi. la convenance de chaque personne. Ouais, D'accord. exactement. Et puis, donc, comme tu es aussi, enfin, surtout formé en technique manuelle viscérale, est-ce que tu conseilles des exercices, je sais pas, au niveau du plancher pelvien, est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, Est-ce oui, que... bah, déjà, on peut travailler bah, sur le digestif, hein. Alors, notamment pour les femmes qui ont vraiment des soucis de ballonnement, des choses comme ça, Hmm. des troubles digestifs avant les règles. Donc, bah, pour redonner de la souplesse, que, que le système digestif fonctionne au mieux. Et aussi travail dans le petit bassin, donc sur vessie, utérus, rectum, redonner de la mobilité D'accord. voilà, par des techniques de massage, de techniques manuelles très douces. L'idée, franchement, on fait jamais mal, quoi. Bien Ça sûr. peut être un peu désagréable, mais voilà, faut pas que ça passe mal, en tout cas. Et après, bah, la femme, si elle fait des exercices de respiration, cohérence cardiaque, respiration abdominale, tout ça va permettre de remettre du mouvement, de la fluidité. On peut aussi conseiller la posture accroupie, mais les talons au sol. C'est pas facile, hein. Ouais. Et ça permet de remettre une belle mobilité aussi au niveau du bassin. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des mouvements ou des sports qui peuvent être délétères? Ou pas spécialement? Enfin, j'ai toujours des idées un peu... Non, non, mais est-ce que justement, oui, il y a des sports impactants qui peuvent fragiliser, pardon, toutes les viscères, créer une inflammation ou il n'y a pas forcément... Alors, moi, par rapport au périnée, je suis vraiment pas fan du trampoline, D'accord. vraiment pas, parce que les impacts, les contraintes sont, je trouve, Hein. vraiment hyper importantes. Sinon, je pense qu'il faut écouter son corps et D'accord. voilà, selon où on en est dans son cycle, on aura plus d'affinité vers des sports doux, des sports d'endurance ou des sports plus toniques. Faut pouvoir s'écouter. D'accord. Et voilà, si on se lève le matin, qu'on n'a pas la forme, qu'on sait que les règles vont arriver et que eh ben, on est aussi indulgente avec soi-même, c'est ça aussi prendre soin de soi, quoi. C'est être à l'écoute. Et voilà, oui, je précise quand même que avant les règles, c'est quand même normal d'avoir une petite diminution d'énergie. Enfin, c'est normal, c'est physiologique. Et il ne faut pas forcément aller contre ça non plus. D'accord. Par contre, quand ça devient une gêne et que on sent que ça, c'est pas gérable, là, c'est vraiment intérêt à se faire. Enfin, là, c'est là que l'accompagnement prend tout son sens, quoi. Alors, donc, ça veut dire qu'on doit adapter nos activités en fonction du cycle Mm. pour, enfin, voilà, ça sert à rien de se lancer des grands défis au moment où physiologiquement on sera moins performante. Ouais. Ah C'est oui, pareil. il faut accepter ces phases et même l'idée, c'est même de les sublimer, quoi, de savoir, bah voilà, là, je rentre
en phase, bon, j'ai eu mes règles, tout ça, je rentre en phase folliculaire, il y a un regain d'énergie parce que les œstrogènes montent et c'est génial, on sent on va pouvoir abattre des montagnes et enfin, moi j'adore cette phase en tout cas. C'est top quand on est hyper combative, on a envie de plein de trucs. L'ovulation, bah, c'est vraiment le sommet, quoi. On a œstrogène et testostérone au plus haut, donc on a souvent une belle libido, on a envie de faire plein de choses. Après, il y a la progestérone qui arrive, qui va venir apporter un peu de calme et Plaisante. de sérénité. Et puis, 7 jours après l'ovulation, et ben, c'est là que petit à petit, ça descend. Mais il faut accepter cette descente et même porter un regard bienveillant. D'accord. Et là, il y a un super livre là-dessus, ça s'appelle Kiffe ton cycle, de Gaël Mhm. Baldassari, qui explique D'accord, vraiment ouais. très bien tout ça. Et voilà. Et puis, si avant les règles, pendant 2, 3 jours, il y a des choses qu'on ne supporte pas dans sa vie, c'est peut-être aussi un moyen de se dire que est-ce que ces choses-là, il ne faudrait pas les faire évoluer? Parce que Mhm. si je ne les supporte pas trop pendant 2, 3 jours, c'est peut-être un Ouais, signal. c'est peut-être un signe effectivement que ce qu'on tolère jusque-là, il y a quand même une phase où c'est intolérable, c'est quand même pas nous qui tolérons moins, c'est justement que ces choses-là méritent d'être questionnées, remises effectivement en balance pour savoir si elles sont vraiment indispensables. Ouais. Ok, bah écoute, on a appris énormément de choses. Donc, si tu veux donner, bah, toi, des derniers conseils, bah, n'hésite pas, ou tout simplement le mot de la fin, parce que là, c'est vrai que ça a été assez riche. Je pense que les personnes qui nous ont regardés ont eu énormément d'informations. Donc, dis-nous un petit peu, toi, comment tu souhaiterais conclure cette vidéo informative sur le syndrome prémenstruel? Ouais, bah moi, ce que je voudrais, c'est que les femmes voient leur cycle menstruel comme un superbe cadeau de la vie. Voilà, on a la chance de vivre ça. Les hommes, ils vivent pas ça, hein. Bon, les pauvres. Et que c'est dommage que vraiment on ne résume nos cycles qu'à des règles douloureuses, quoi. Donc voilà, une alternative est possible et ça peut se vivre vraiment pleinement dans la sérénité et la joie. Et donc, c'est tout le but de mon accompagnement en micronutrition pour les femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel. D'accord, bah écoute, c'est une très belle conclusion. De toute façon, pour les personnes qui souhaitent te contacter, je mettrai évidemment bah, tes coordonnées dans les commentaires de cette vidéo, bah, ton site et puis ton Facebook. En tout cas, voilà, les personnes pourront te contacter directement et tu leur répondras évidemment avec ta générosité habituelle. Bah, merci Avec plaisir. infiniment, Marine, pour cette belle vidéo, ces échanges riches. Et puis, bah, voilà, je te laisse. Enfin, moi, j'ai vraiment bu tes paroles. C'était vraiment chouette. Et puis, bah, je dis au revoir à tout le monde. Et puis, bah, je te laisse conclure, hein, voilà. Eh ben, merci à toi, Maud. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo avec toi. Et puis, j'espère qu'elle aura permis à des femmes d'y voir plus clair dans leurs symptômes et C'est surtout une certitude. Et puis de surtout, tu leur donner as, des solutions. apporté des solutions. C'est surtout ça qui est aussi très, très précieux. Merci Merci, à toi, Maud. Marine. Bonne journée. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo ou à contacter directement Marine. On vous répondra avec grand plaisir. Merci, Marine. Merci. Merci, au revoir.